Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Dimanche en politique. Nous sommes à 35 jours du premier tour de la présidentielle et le moins que l'on puisse dire, c'est que les scénarios les plus inédits caractérisent ce tour de scrutin. Jusqu'où Marine Le Pen peut-elle aller? La gauche est-elle déjà condamnée à ne pas passer le premier tour? La droite sera-t-elle en capacité de se relever de l'affaire Fillon? Pour la première fois, il se peut qu'aucune des deux grandes formations politiques ne soit représentée au second tour. La présidentielle 2017, c'est tout de suite avec mes invités. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Je précise que c'est Étienne Bousquet-Cassagne. On a vu que c'était inscrit manuel, c'est bien Étienne Bousquet-Cassagne. Alors Yves Damécourt, parmi les indicateurs, lorsqu'on interroge les Français sur la perception qu'ils ont des politiques, il y a des indicateurs qui ressortent en tête, notamment la méfiance et le dégoût. 86% des Français estiment que les hommes et les femmes en politique ne sont pas honnêtes, qu'ils sont corrompus. Est-ce que, au fond, la candidature de François Fillon ne participe pas à cette défiance? Est-ce qu'il est, au fond, moral pour vous de soutenir un candidat qui est mis en examen? Alors, je crois que la défiance des Français, elle est vis-à-vis du monde politique, elle est vis-à-vis du journaliste aussi. Les mêmes études montrent que 72% des Français ne croient pas aux médias et aux journalistes. Donc le but de cette campagne électorale, c'est justement de reconstruire cette France sur des bases saines. Et aujourd'hui, c'est le projet de François Fillon. On n'a jamais eu autant de choix dans une élection présidentielle. On a une gauche qui est à gauche, on a une droite qui est à droite, on a des extrêmes qui sont présentes. Jamais les Français n'auront autant de choix dans les projets présidentiels que cette fois-ci. Et donc c'est le but de cette élection présidentielle. Alors après ça, les sondages, les enquêtes d'opinion, vous savez ce qu'on en pense. François Fillon a toujours été donné 3e ou 4e de la primaire, il est arrivé largement en tête au premier tour. Donald Trump était donné perdant, il a été élu. Le Brexit était donné perdant et il a gagné. Et la semaine dernière, Geert Wilders était donné très en tête des élections législatives aux Pays-Bas et il est arrivé largement 2e. Alors, il faut quand même se baser sur des sondages puisque c'est les références dont on dispose. Tout va bien. Bah, tout se passe bien. Mais aujourd'hui, les sondages qui créent un niveau de dégoût et de nausée inédit dans le pays, mais tout va bien. Les sondages ne sont pas fiables et les Français voteront. Alors, je vais quand même m'appuyer sur des sondages puisque c'est les seuls éléments dont on dispose pour vous poser quelques questions. Alors justement, Mélenchon et Hamon, à eux deux, se partagent 25% de l'électorat. Au fond, la question qui se pose, c'est est-ce que la gauche peut être au second tour, si on s'appuie sur ce sondage? Et où est, au fond, la marge de manœuvre, les réserves de voix, à la fois chez Hamon et chez Mélenchon surtout, puisque vous êtes là pour la candidature de Mélenchon? Chez les abstentionnistes, parce que comme je le disais, cette campagne crée beaucoup de nausées et de dégoût sur les affaires, qu'elles concernent les Républicains ou Marine Le Pen. Mais il y a un électeur sur deux aujourd'hui, Pascal Cagnato, qui n'a pas fait... 50% des électeurs qui n'ont pas fait leur choix. Oui. Ils attendent d'ailleurs qu'il y ait un débat sérieux, instruit, que l'on puisse débattre sérieusement de l'avenir du pays. Et moi, j'étais un partisan, je le reste, d'une candidature commune, parce qu'elle permettrait réellement de qualifier la gauche pour le second tour. Mais oui, mais bien sûr, il y a aujourd'hui des millions de gens qui ne veulent ni de Marine Le Pen, ni de François Fillon, ni d'Emmanuel Macron. Il en existe encore. Et Olivier, il y a aussi l'électorat de gauche dont une partie passe à la social-démocratie de Macron et une partie du vote populaire qui va plutôt, j'allais dire, chez Marine Le Pen. Oui, pas uniquement. Vous savez, moi, je fais encore de la politique à partir de mon territoire que vous connaissez, Pau, et j'entends ce qu'on me dit. Donc la macronite aiguë qui s'empare du Béarn n'est pas non plus, elle peut être contenue. Voilà, c'est surtout des élus qui sont sur un candidat, sauf qui peut. Mais moi, je vois beaucoup d'électrices et d'électeurs de gauche, c'est ce qui m'intéresse, qui sont très préoccupés par la situation politique, qui voient le danger du Front National, c'est vrai, et qui attendent de la gauche une réponse collective. Alors moi, j'étais favorable à une candidature commune. Pourquoi elle est difficile? Parce que c'est le présidentialisme.
c'est l'inversion du calendrier électoral, c'est la personnalisation à outrance de la vie politique. Et c'est surtout un débat politique. Moi, vraiment, on joue avec le feu. Tout ça peut très mal se terminer. Vous le disiez tout à l'heure, je ne pense pas que l'élection de Trump soit une chose positive pour le monde. Je ne crois pas que la manière, je ne crois pas que la manière dont les populismes aujourd'hui se nourrissent de la crise politique soit quelque chose de bon. Et je regrette, je termine sur cette idée, la crise politique vient que la parole publique n'est pas respectée. Quand un candidat dit « si je suis mis en examen, je me retirerai » et qu'il ne le fait pas, ça coûte cher dans le débat démocratique. Quand une candidate telle que Marine Le Pen ne répond pas à la convocation des juges ou des policiers, alors que tout justiciable, lui, doit y aller, ça fait du mal pour notre démocratie. Alors on va poser justement la question à Étienne Bousquet-Cassagne. Effectivement, Marine Le Pen ne se présente pas à la convocation des juges. Il semble juste, au fond, que cette affaire ne l'impacte pas, puisqu'elle est en tête des sondages du premier tour. Donc ça, c'est déjà un fait. Comment vous expliquez qu'en fait, elle ne soit pas impactée, elle, par ces affaires? Alors en fait, cette affaire ne l'impacte pas du tout parce que les Français ont bien compris que la justice était politisée, que cette affaire était montée de toutes pièces à quelques semaines de l'élection présidentielle et qu'elle ne visait qu'à nuire au projet de Marine Le Pen et à son ascension. Donc par tous les moyens, on essaye de taper sur Marine Le Pen, alors que ce soit la classe politique, la classe médiatique, mais aussi la justice. Comment faire confiance à des magistrats lorsqu'ils sont quasiment tous syndiqués au syndicat de la magistrature, qui est une émanation de l'extrême gauche. Voilà, donc si vous voulez, Marine Le Pen a joué son immunité parlementaire, elle en a le droit, c'est parfaitement légal, et d'ailleurs, elle l'avait déjà déclaré il y a plus d'1 an, parce que cette affaire date tout de même d'il y a presque 2 ans. Des assistants parlementaires. Oui, des assistants parlementaires, parce et que sur c'est la sous-évaluation de son patrimoine immobilier. Il n'y a pas d'affaire sous la... Et sur le financement des élections électorales via les micro-partis. Alors on va parler sur l'ensemble des enquêtes préliminaires qui sont engagées, ça n'est qu'un complot généralisé des magistrats. Alors nous allons parler d'abord de la légalité. Parce que les comptes de campagne, puisque vous parlez de ça notamment, ont tous été approuvés par la Commission nationale des comptes de campagne. Les taux d'intérêt dont on dit qu'ils sont faramineux, ils sont tout à fait... On verra. Voilà, non, mais si vous voulez, on lance un tas d'enquêtes comme ça, on jette en pâture des candidatures, on met le doute sur la probité d'une candidate. Je rappelle qu'il y a quand même une grande différence... Sur l'estimation de son patrimoine immobilier. Il y a quand même une grande différence entre l'affaire Fillon et les pseudo-affaires de Marine Le Pen, c'est que concernant Marine Le Pen, il n'y a eu aucun enrichissement personnel. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la justice passe et il n'y a pas de trêve judiciaire. Parce que pour aucun justiciable dans notre pays, le citoyen lambda, lui, il n'a jamais de trêve judiciaire. Donc que la justice passe. Il y a une trêve aujourd'hui pour Emmanuel Macron, parce que le PNF est saisi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique est saisie. Donc nous sommes d'accord, la justice doit passer pour tout le monde. Le PNF a mis 3 heures pour se saisir de l'affaire Fillon, et aujourd'hui, il traîne vraiment pour se saisir de l'affaire Macron. Ouais. Et donc M. Macron monte dans les sondages, il y a beaucoup de travail sur les réseaux sociaux, les médias ne s'en saisissent pas. Si France 2 avant-hier, c'est la première fois qu'un média national s'est saisi des problèmes que pose le patrimoine de M. Macron et ses déclarations à la Haute Autorité. Qu'attendent les médias pour se saisir de l'affaire Macron, comme ils le font avec quelque chose qui ressemble presque à du harcèlement sur l'affaire Fillon? Moi, j'aimerais les médias nationaux. J'aimerais qu'on parle de la casse de l'emploi. On va refermer, on va y venir. Juste un mot pour revenir à vous, Étienne Bousquet-Cassagne, sur le programme de Marine Le Pen que j'ai regardé dans le détail. Alors il y en a au fond pour tout le monde, on peut dire, à la fois les classes populaires, la retraite à 60 ans, la défiscalisation pour les moyennes et petites entreprises, un certain nombre de choses qui flattent au fond, c'est un peu le clientélisme si j'ose dire, mais il y a une question sur laquelle au fond on peut se poser, c'est sur l'Europe. On a le sentiment qu'au fond, sur cette question-là, il y a un problème chez Marine Le Pen, qu'elle bute face à des Français qui, au fond, refusent de sortir du système européen. Est-ce que ce n'est pas là le problème de Marine Le Pen, la question européenne ? Non, je crois qu'il y a un véritable problème en France, c'est qu'il n'y a pas de débat serein autour de la question européenne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hystérie dès qu'on aborde le sujet de l'euro, de l'Europe, et qu'on n'est pas d'accord avec le dogme ambiant qui fait de l'euro la nouvelle religion à la mode. Dès qu'on n'est pas européiste, mondialiste, si vous voulez, on est des horribles gens qui voulons sortir de l'euro, et alors là, tout va s'effondrer, les rivières vont s'arrêter de couler, le soleil ne se lèvera plus. Donc, il faut qu'il y ait un débat serein autour de l'euro. Et il faut sortir aussi de l'Europe, il faut sortir de la monnaie unique. Il faut aussi que le programme de Marine Le Pen ne soit pas caricaturé sur ce sujet-là. Parce qu'il est caricaturé. Marine Le Pen a très bien expliqué le processus qu'elle veut mettre en place. Elle veut d'abord renégocier les traités européens pour les façonner
en fonction de l'économie française et de l'intérêt de la France. Parce que l'euro, on le sait très bien, a été façonné pour le modèle allemand uniquement. Donc tout le monde est d'accord pour dire que l'euro pose problème et que l'Europe pose problème et que ça ne marche pas. Non, mais elle veut sortir de la monnaie unique. C'est de la différence, par exemple, avec... Attendez, elle propose donc d'abord la renégociation des traités européens. Si elle arrive à avoir gain de cause, elle ne remet pas en cause le reste. En revanche, elle proposera un référendum et c'est les Français qui décideront si ils souhaitent sortir de l'euro ou s'ils souhaitent en rester. Donc le dernier mot reviendra toujours au... Allez, on va poser la question sur cette question de l'Europe. J'aimerais vous entendre. Le référendum, je vous le rappelle, il a déjà eu lieu. Les Français ont été consultés. Moi, je vous ai pas interrompu. Moi, j'ai mené campagne en 2005 pour un nom de gauche au traité constitutionnel à l'époque, et le peuple, majoritairement, après un débat dont tout le monde a reconnu la grande qualité, le peuple a décidé souverainement de ne plus accepter tout ça. Puis Hollande a été élu sur une promesse de renégocier le traité budgétaire européen, ce qu'il n'a pas fait dès le premier jour de son mandat. Sur les enjeux européens, Pascal Cagnato, parce qu'on se paie de mots sinon. Moi, je regarde les votes au Parlement. Je vois par exemple que les élus du Front National ont voté pour le secret des affaires. Comme ça, on peut continuer à faire que l'austérité s'impose à l'échelle européenne. Il faut quoi? Il faut un grand débat. Il faut un nouveau traité européen pour de nouveaux droits des citoyens, des salariés. Moi, je vois, par exemple, je suis impacté dans mon département par la casse de l'emploi. On va y revenir sur l'emploi. Oui, mais c'est très important. Oui, nous pourrions aujourd'hui avoir une politique européenne par des nouvelles missions de l'euro, de nouvelles missions de la Banque centrale européenne, qui soit un traité de progrès social et démocratique. Aujourd'hui, l'austérité, ça pourrit la vie des gens et des territoires, et c'est antidémocratique. Allez, on va demander... Voilà ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est quand même le discours qu'on attend depuis 30 ans. L'Europe ne marche pas. Il faut plus d'Europe. Il faut encore plus d'Europe, plus de traités. Il faut une Europe sociale et démocratique. S'il vous plaît, on va demander sur cette question l'avis de Yves Damécourt. Sur l'Europe, c'est vraiment un débat dont on parle peu dans cette campagne électorale. François Fillon, il s'en accommode de cette Europe? Pas du tout. D'abord, François Fillon faisait partie de ceux qui ont milité contre le vote du traité de Maastricht, donc le vote de l'euro à l'époque, parce qu'ils estimaient avec Philippe Séguin et un certain nombre d'autres qu'il n'y avait pas, dans cette création du traité de Maastricht, les outils nécessaires pour derrière gouverner cette monnaie. Donc dans le projet de François Fillon, il y a la mise en place d'un gouvernement de la zone euro qui est constitué des chefs de gouvernement des pays de la zone euro. Il y a la volonté de faire de l'euro une monnaie d'échange, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très dangereux d'aller signer des traités internationaux comme le TAFTA, dont la monnaie d'échange est le dollar, et le policier et les États-Unis. Et donc il faut que l'Europe... Écoutez, je vous ai laissé... Fillon a soutenu TAFTA. Mais pas du tout. François Fillon a été le premier. François Fillon a été le premier à dire qu'il fallait pas signer TAFTA. Là, celle-là, on me l'a pas faite souvent quand même. Monsieur D'Artigol, je vous ai laissé parler tranquillement. Vous avez une habitude qui est quand même de couper la parole systématiquement aux orateurs. On laisse parler Yves Damécourt. Allez-y. François Fillon, renseignez-vous, a toujours été contre le TAFTA et il a demandé qu'on ne signe pas le TAFTA depuis le début. Renseignez-vous. Voilà. Que vos élus ont voté au Parlement européen. Maintenant, on va parler de l'Europe. Le premier objectif de François Fillon, c'est de faire de la zone euro, de mettre un gouvernement pour l'euro, ce qui était déjà demandé au moment de Maastricht, qui n'a pas été fait avec les résultats que l'on voit. Ensuite, il souhaite que l'Europe de Schengen soit retravaillée et que les pays qui ne peuvent pas assurer leurs frontières dans la zone Schengen sortent temporairement de la zone Schengen. Sur tout ce que vous me dites là, c'est monsieur Cagnato qui est journaliste, ce n'est pas monsieur. On va laisser finir. Donc 5 ans. Premier ministre, 5 ans. Non mais quand vous parlez, je ne vous coupe pas la parole. C'est monsieur Cagnato le journaliste. On va laisser finir. Ensuite, il souhaite que les fondateurs de la zone euro mettent en route une convergence sociale et fiscale et que le couple franco-allemand soit restauré, ce qui depuis 5 ans a été complètement détruit, les relations entre la France et l'Allemagne. Et il souhaite, dès son élection, et donc dès le 1er juillet, faire passer un certain nombre de textes de réforme de fond sur le droit du travail, sur la baisse des déficits, sur les économies dans le fonctionnement de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, pour montrer à l'Europe que la France s'engage enfin dans des réformes de fond pour retrouver la voix de la France en Europe, parce que la France n'a plus de voix en Europe, elle n'est plus entendue ni de ses partenaires, ni de l'Allemagne, et ni de un mot l'étranger. pour conclure sur ce chapitre européen, puis je voudrais poser une question. Allez-y, un mot. Mais, tout simplement un mot. François Fillon a été Premier ministre 5 ans, et sur ces 5 années, il y a eu une actualité brûlante européenne où il aurait pu faire tout ce que vous venez d'énoncer. Donc, permettez-moi de vous dire que, en ayant été très attentif à votre discours, c'est cousu de fil blanc et c'est ce qui discrédite aujourd'hui la vie politique, puisque vous nous faites là un catalogue
Et la politique menée par François Fillon depuis pendant 5 ans a été le chemin exactement à l'opposé. Monsieur D'Artigol, vous avez soutenu François Hollande aux dernières élections présidentielles. Non, j'étais la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais au deuxième tour, vous avez appelé à voter François Hollande et contre Nicolas Sarkozy. On n'est pas rentré la majorité parlementaire. Et François Hollande, à peine élu, a fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis aux Français. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est pour ça que le groupe parlementaire a voté systématiquement contre. Regardez les votes du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée sur les 5 dernières années. On ne va pas vous départager. Je voudrais revenir à vous, Étienne. On va clore sur ce chapitre européen. C'est tellement facile d'avancer des arguments quand on a l'assurance de ne jamais être au pouvoir. Non, mais il y a quand même une hypocrisie de la part. On a été au pouvoir en 45 pour la sécurité sociale. À la fois, s'il vous plaît. Il y a une véritable hypocrisie de la part des représentants de LR, parce que si vous voulez, en France, sur les plateaux de télévision, ils vont vous dire qu'effectivement, l'Europe va pas bien, qu'il faut la réformer, etc., etc. Mais lorsqu'ils sont au Parlement européen, ils votent pour tous les plans d'austérité. Au Parlement européen, le Front National ne siège pas. Alors comme ça, c'est pas de l'hypocrisie. Bien sûr que si nous siégeons, les 2 premiers députés européens en termes d'activité sont les députés européens du Front National. Renseignez-vous. Allez, on va clore sur ce chapitre-là. J'ai une petite question qui a fait un peu l'objet d'un débat cette semaine. C'est sur cette clause Molière qui impose aux travailleurs des marchés publics BTP de parler le français. Alors, juste en 2 mots, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Étienne Bousquet-Cassaigne, de cette clause ? C'est une évidence. C'est une évidence, mais au Front National... Mais pourquoi c'est une évidence ? Parce que je pense que quand on travaille en France, sur un chantier en France, on se doit de parler français. Il y a aussi des Français qui travaillent à l'étranger. Il y a 100 000 travailleurs français qui travaillent à l'étranger. Oui, non, mais d'accord. Ils ne parlent pas tous la langue. Ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire, c'est toute l'affaire sur les travailleurs détachés, qui viennent concurrencer les travailleurs français, qui n'ont pas les mêmes charges sociales, les mêmes charges salariales qu'en France. Et là, ça pose un véritable problème, si vous voulez. Donc, effectivement... C'est pas tout à fait ce que dit un rapport de la Commission, puisqu'avec les allègements Fillon, le CICE, le pacte de responsabilité, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, hein, franchement, quand on regarde... Ça concurrence quand même directement les travailleurs français. Ouais. Quand on a autant de chômeurs en France, on ne fait pas appel à de la main-d'œuvre des pays de l'Est qui n'ont pas, quoi qu'on en dise, les mêmes conditions sociales et salariales que des travailleurs français. Cette clause Molière est insupportable. Elle continue une stigmatisation de personnes qui sont déjà en grande fragilité, qui sont victimes de ce système européen de dumping social, qui oppose ceux qui ont presque rien à ceux qui menacent de ne plus rien avoir avec la casse de l'emploi. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait des droits sociaux européens à un haut niveau de protection. Vous savez, il y a un niveau de richesse produite très important dans notre pays. J'ai regardé vos programmes l'un et l'autre. Par exemple, il y a eu, vous le savez, 41 milliards d'euros de transfert de la richesse produite nationale vers le pacte de responsabilité, le CICE, pour l'aide aux entreprises. Vous proposez les deux de pérenniser ces 40 milliards en allègement de cotisations patronales. Moi, je préférerais que ces 40 milliards ils soient mis vers les salaires, la formation, et y compris des droits européens pour les salariés et pour la défense de l'outil industriel. Sur cette question, Yves Damécourt, à la fois la clause et puis justement sur l'emploi, puisqu'il y a au fond depuis 30 ans une impuissance à répondre à cette question de l'emploi des politiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Français feraient-ils confiance aujourd'hui à ceux qui ont au fond incarné cette politique ? Les réformes viennent toujours de gens qui sont issus du système. Et les grandes révolutions ont toujours été menées par des gens qui étaient dans les gouvernements et dans les arcanes du pouvoir. C'est un leurre de penser que quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui ne connaît pas la mécanique, va pouvoir changer les choses en arrivant comme ça avec des belles idées, etc. Ça ne marche pas. On a déjà, il y a 5 ans, donné la voiture de la République à conduire à un mec qui n'avait pas son permis de conduire. On voit le résultat aujourd'hui. Un président qui n'avait pas d'expérience, ne recommençons pas à élire un président qui n'a pas d'expérience. Sur les travailleurs détachés, François Fillon l'a rappelé lundi lorsqu'il a présenté son projet. Puisque ça faisait pas d'expérience, mais je vous coupe un peu. Les indicateurs sont plutôt positifs l'année prochaine, la première trimestre. Mais je pense que les Français la croissance repart. Les Français vont pas se faire avoir. Le dynamisme des entreprises est quand Non, même... mais je parle de la candidature d'Emmanuel Macron. Voilà. Ah, pardon. Voilà, on est dans la présidentielle, la future. Donc sur la directive des travailleurs détachés, François Fillon a un discours très clair. Il souhaite qu'au niveau européen, on mette un système en place pour que les travailleurs détachés coûtent à l'employeur le même prix dans chaque pays que les travailleurs nationaux et que derrière, les fonds qui seront récoltés au niveau européen servent à alimenter la convergence sociale et fiscale au niveau européen. Si aujourd'hui, on appliquait la clause Molière dans nos vignobles de la Gironde, je pense qu'on perdrait 20% de nos personnes qui travaillent dans les vignobles. Donc la clause Molière, c'est le pavé pour écraser la mouche. Si la problématique, c'est les travailleurs détachés, travaillons sur les travailleurs détachés. Donc l'Europe y travaille, elle ne va pas assez loin aujourd'hui et François Fillon souhaite qu'on aille plus loin. Allez, Étienne Bousquet-Cassaigne qui est un peu en retard, juste pour finir. Sur l'emploi,
Le projet de François Fillon, c'est de faire sortir de la pauvreté 9 millions de Français. C'est de remettre au travail 6 millions de Français. Et c'est de remettre au travail 2 millions de jeunes qui aujourd'hui ne sont ni dans l'emploi, ni dans la formation. Et son projet, il propose des choses qu'ont fait tous nos partenaires européens. Le plein emploi, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre, c'est pas le cas en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait les choses qui marchent ailleurs. Allez, Étienne Bousquet-Cassaigne, sur cette question de l'emploi. Oui, cette question, déjà, nous souhaitons mettre en place la priorité nationale, qui veut qu'un travailleur français à compétences égales soit prioritaire sur un étranger. Parce qu'il est normal que les Français soient prioritaires dans leur pays. Et nous souhaitons étendre cette priorité nationale à tout un tas d'autres domaines, notamment la question sur les aides sociales que nous souhaitons voir réservées aux Français, et le logement, l'attribution de logements sociaux également. Donc nous, notre programme, c'est vrai qu'il est plus tourné vers les Français de classe moyenne aussi, il faut bien le dire. Ensuite, sur les questions d'emploi, pour relancer l'emploi, Marine souhaite vraiment favoriser l'économie réelle. Car il faut savoir que les PME, les TPE sont les entreprises les plus créatrices d'emplois. Donc par une baisse de charges fiscales, par une baisse de la fiscalité et de charges également. Donc pour relancer un petit peu l'économie réelle à travers ces mesures en faveur de ces entreprises-là. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on parle, évidemment, au-delà de la présidentielle, il y a évidemment le troisième tour social qui est la législative. Au fond, on peut se poser cette question de façon légitime, sans choquer personne ici. On est dans des scénarios où peut-être qu'aucune des grandes formations politiques, à la fois à gauche ou à droite, ne sera représentée au second tour, si on considère que Marine Le Pen et Macron sont les mieux placés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça Vous avez raison de dire qu'il y a 4 tours dans cette élection. Il y a les 2 tours de la présidentielle et il y a les 2 tours de la législative. Aujourd'hui, un candidat à la présidentielle qui n'explique pas avec quelle majorité il va fonctionner, ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'en gros, s'il n'a pas de majorité pour mettre en place son projet, il ne vaut rien. Alors, Olivier d'Artigol, il y a un problème de majorité. C'est effectivement, aucun des candidats aujourd'hui, élus ou potentiellement élus, ne disposerait d'une majorité. Attention au pronostic, Pascal Cagnato, parce que la vie, justement, politique nationale est très imprévisible. Ah non, mais je n'ai pas dit que la gauche ne serait pas là, mais même si la gauche était là, elle aurait dû... Les élections législatives se passeront dans un climat où il sera peut-être davantage question de l'avenir du pays, parce que je rappelle que c'est le Parlement qui vote la loi. Moi, je vois à l'échelle de mon territoire, j'ai envie de mener une élection législative où je parle par exemple d'un collectif d'habitants, j'ai plaisir à dire leur nom, ISAB, d'un quartier Saragosse à Pau, qui, sur une opération en rue, il y a une absence de démocratie locale complète puisqu'on annonce la destruction de cet immeuble qui est un total non-sens. Je me bats à Pau contre la fermeture de la succursale de la Banque de France, qui est un vrai service public local. Et nous venons d'apprendre sur le bassin de Lac la décision d'un groupe chimique, Yara, avec 86 salariés qui sont menacés, alors que sur ce bassin d'emploi, le groupe Total ne s'implique pas, alors qu'il fait 6 milliards d'euros de bénéfices au dernier exercice. Voilà de vrais sujets, service public local, logement social, développement industriel. Et j'espère que la législative pourra porter sur ces sujets-là et que chacun s'exprime sur ces questions-là. Il faut des solutions à de vrais problèmes. Étienne Bousquet-Cassaigne, avec quelle majorité Marine Le Pen pourrait diriger ce pays si elle était élue ? Écoutez, moi je pense que si Marine Le Pen est élue, c'est qu'elle aura déjà réuni plus de 50% des Français. Donc les élections législatives suivent l'élection présidentielle et je pense que les Français qui auront choisi Marine Le Pen comme présidente se choisiront également des députés du Front National ou assimilés au Front National pour assurer à Marine Le Pen une majorité. Mais il faut aussi savoir que des personnalités politiques, je pense, nous rejoindront le moment venu lorsque Marine Le Pen sera présidente de la République également. Est-ce qu'il se peut que dans ce scénario assez improbable, à la fois des gens du Parti socialiste et républicains se retrouvent derrière En Marche d'Emmanuel Macron ? Je vous pose cette question à tous les deux. C'est un scénario tout à fait possible aujourd'hui. Mon sentiment à moi, c'est que François Fillon sera élu président de la République et qu'il gouvernera avec une vraie majorité, celle de la droite et du centre, au Parlement. C'est d'ailleurs le seul candidat à l'élection présidentielle qui est en capacité d'avoir une vraie majorité au Parlement. Et donc c'est pour ça que son projet est intéressant. C'est pour ça que je le défends et donc je recommande à tout le monde de lire son projet. Un mot. Je reconnais à François Bayrou d'avoir tweeté quelque chose de parfaitement juste il y a quelques semaines en disant que Emmanuel Macron était le candidat du système, le candidat du bilan Hollande et le candidat des puissances financières. Ça risque, c'est vrai, il y a un rejet du système politique traditionnel et certains voient ce phénomène
Macron, mais qui est un pur produit du système et qui maintiendra les politiques telles qu'elles sont menées aujourd'hui et qui ne permettent pas des solutions à la crise démocratique, sociale et écologique. Merci à tous les trois. Merci d'être venus sur ce plateau. J'en profite juste avant de vous laisser partir, signaler ce livre que vous avez écrit, François Moncla, Récit de vie et d'Ovalie, qui est un enfant de la vallée d'Ossau comme vous, qui a eu un itinéraire tout à fait... Je suis Gironde, mais je vis en Béarn, et François Moncla, c'est le capitaine emblématique de l'équipe de France de rugby qui, dans les années 58, est allé gagner, par exemple, en Afrique du Sud. Et puis c'est aussi le capitaine de la section paloise avec le titre 64. Et on était il y a quelques jours à signer ce livre dans une librairie. C'est une personnalité flamboyante. Voilà, en tous les cas, c'est peut-être quelque chose de consensuel pour terminer. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Cette émission, le rugby, c'est des valeurs qu'on partage tous, j'imagine. Hein. Tout à fait, c'est les règles du rugby qu'on applique dans la campagne de François Fillon. Vous voyez, vous revenez à la politique. Merci en tous les cas à tous les trois, merci d'être venus participer à ce débat. Restez avec nous, vous avez rendez-vous tout de suite avec le journal de la mi-journée. Merci de votre fidélité, bon après-midi sur France 3.